Ben, je peux dire que mon CV n'a pas été sympa parce qu'après le professeur Bertolotti et le professeur Karine, qui sont comme des pointures, moi je suis plutôt dans mon coin ici à Mayotte. Mais vous voyez bien que j'échange beaucoup avec Karine au niveau de la prise en charge des hépatites B, parce que je me suis formé dans les années où nos patients VHC, co-infectés VIH-VHC, qui refusaient de l'interféron et attendaient pendant des années à avoir les DAS, eh bien, les hépatologues, pour voir nos patients, ils le voyaient avec un regard VIH. Et nous, on s'est formé, comment dirais-je, dans la prise en charge des hépatites. C'est pourquoi j'ai fait mon DU d'hépatite avec moi-même qui pratiquais les fibroscans, que j'ai implanté ici à mon arrivée, où j'ai amené effectivement un fibroscan portatif, où on a formé j'ai fait une délégation de tâches, mes infirmières aujourd'hui qui font le fibroscan pour la prise en charge des hépatites. Vous êtes notre docteur Mohamedou Niang et c'est beaucoup pour nous. Ceci Merci. dit que je vais vous parler aujourd'hui de nos difficultés de prise en charge VIH à Mayotte. Je m'excuse pour le changement de l'intitulé qui est dans le programme. Je vais commencer par pas faire de la géopolitique tout de suite. Je ne fais que de la géographie. Pour situer un peu le contexte. C'est un peu tendu. Le contexte est qu'on est une île qui est située au sein de l'océan Indien, là, avec des échanges des îles voisines, Comores et Madagascar. Mais il ne faut pas oublier également que nous sommes, au niveau du canal de Mozambique, on partage effectivement des échanges avec la Tanzanie, qui a une grosse frontière avec l'Afrique des Grands Lacs, qui est RDC. Rappelez-vous que RDC, c'est 75 millions d'habitants. 75 millions d'habitants avec un relief tout à fait diversifié, et un pays de guerre, et les gens sont à la recherche, bien sûr, de l'Eldorado. Également, au nord-est de Tanzanie, vous avez le Rwanda, Burundi et l'Ouganda, qui fait partie aussi du pays des Grands Lacs, et fait effectivement des patients que nous recevons. Eh bien, pour arriver à Mayotte, effectivement, ces gens n'hésitent pas d'emprunter des canaux de pêche que les Comoriens appellent Kwassa. Et rassurez-vous qu'ils ne nous amènent pas que des humains, mais dedans également, il y a du bétail et il y a également de la marchandise de contrebande. Vous voyez? Donc, tout ce monde-là, pour arriver où? Pour arriver dans cette petite île de 374 km². Voilà. Pour resituer un peu cet échange, donc c'est pour vous illustrer un peu, parce qu'on était un peu en Anka pour monter un peu Mayotte en juin, Grande Comore, d'accord? Et entre Anjouan et Mayotte, ou si vous allez à Akwa, vous prenez un peu, si vous mettez Akwa et vous mettez en haut de la colline, eh bien, vous pouvez regarder en haut, comment dire, de loin, vous pouvez voir Anjouan. Eh bien, si on revient un peu sur cette file active depuis le VIH à Mayotte, que depuis les années 2013-2014, Catherine Go, qui était, parce qu'il n'y a plus de corps et vie, je vous parle, je crois, ici à Mayotte, ils ont commencé à inclure tous les patients parce qu'ils étaient pris en parcellaire, par-ci, par-là. Ils ont commencé à rassembler ces patients et à les inclure dans le logiciel NADIS. Donc, ce qui a été fait depuis 2013, mais ce n'est pas représenté ici, depuis 2013, il y avait une montée en prise en charge avec recueil des données dans NADIS, avec 2 techs qui sont à La Réunion, et par occasion, si on a les moyens avec l'ARS, ils faisaient des missions à Mayotte pour faire intégrer les données que nous avons dans NADIS. Et ils sont beaucoup aidés, ces techs, elles sont beaucoup aidées par nos infirmières. Vous voyez la charge de nos infirmières avec le NADIS, avec la formation et avec bien sûr les patients. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors, je m'excuse, c'est l'évolution de la phylactique. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en 8 ans, entre 2016 et 2023, en 8 ans, elle a vachement augmenté, ces phylactiques. Elle a presque doublé, de 230 à 482 patients. Rarement qu'on l'observe dans les autres phylactiques des autres départements, une phylactique qui double en 8 ans. À effectif constant au niveau des ressources humaines, 1,5 ETP-PH, aidé par des remplaçants. Vous savez très bien le turnover avec des remplaçants qui viennent 2 mois, c'est pas pour les patients qui sont fidèles, qui ont des pathologies virales chroniques. Ils aimeraient bien avoir
un médecin référent sans changer de temps en temps. Représenté par ce graphique, avec un pic, bien sûr, en 2022, surtout en 2023. Et c'est là, alors, nous, en tant que service de prise en charge, on n'est pas CGID en termes de dépistage, mais on a un service de prise en charge. Vous savez très bien qu'entre le dépistage, la cascade de prise en charge, entre le dépistage et l'arrivée des malades, on perd énormément de patients. Et là, nous-mêmes, en tant que prise en charge, on a remarqué ce pic de nouveaux cas. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on voit la part des nouveaux dépistés. Je m'excuse, ça c'est 75-79. On voit bien le nombre de nouveaux patients en 2022-2023, 106 nouveaux patients, dont 79 nouveaux dépistés. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons un rôle de soin en tant que médecin, nous avons un rôle de dépistage, mais nous avons un rôle d'alerter. Eh bien, nous avons alerté. Nous avons fait une alerte VIH à Mayotte, où nous avons, avec Corévi Réunion Mayotte, avec l'ensemble des acteurs de la lutte contre le VIH-Sida, une réunion où tout le monde a été convié pour alerter effectivement par rapport à cette explosion de nouveaux cas en 2023. Et cette information a été relayée par la presse locale et ça a été également rapporté en séance par un de nos sénateurs. Oui, alerte. Oui, la presse a rapporté. Oui, ça a été rapporté également en séance par notre sénateur. Mais quelle en était la riposte? Un signal très faible. On reste sur le dépistage classique. À l'occasion des journées de dépistage, à l'occasion de la journée internationale contre le sida, à l'occasion de la journée de dépistage santé sexuelle. Ça n'a pas bougé. On n'a pas vu nos institutions revenir vers nous. On n'a pas vu non plus au niveau national, au niveau de la CFLS. Je crois que là, ça a été relayé et tout ça. On n'a pas vu un retour vers nous. Et on se disait, peut-être même qu'il fallait en discuter des états généraux de santé à Mayotte, mettre les priorités quelque part. Eh bien, si on voit les lieux d'origine des patients en 2014 à 2023, l'île voisine qui est Comores, l'augmentation, c'était pratiquement, oui, le même nombre de patients qu'on avait chaque année et tout ça. Avec ce pic en 2020, 2021, bien sûr, il y a eu une rupture de soins avec le truc de Covid. Ils ont vu le système effondrer, les gens donc, ils prennent le Kwassa, ils arrivent, donc il n'y a pas de souci. La population malgache, oui, a augmenté. Mais là où on a été frappé en 2023, c'est surtout au niveau de la coupe bleue, au niveau des pays des Grands Lacs. Donc là, on a eu une vaste augmentation de la part des gens qui viennent de l'Afrique des Grands Lacs. Si on voit, malheureusement, c'est l'âge et le sexe, l'âge et le sexe, eh bien, de 15 à 39 ans, malheureusement j'avais fait une animation, mais ça ne sort pas, 62% de nos PVVIH ont moins de 40 ans. Si on étale à 50 ans, 82% ont moins de 50 ans. Rarement au-delà de 70 ans. Au niveau des nouveaux séropositifs qui arrivent au stade SIDA, vous voyez qu'ici, dans les années précédentes, en moyenne, ça se cumule, des cas de sida. On avait en moyenne 3-4 cas de sida. Mais effectivement, on voit que 2022-2023, on multiplie par 4 les patients qui arrivent au stade sida. Ça, c'est... oui, par rapport... ça, c'est un histogramme. On voit bien la part de Comores, 32%, 26% à Madagascar. Et bien sûr, l'Afrique qui est à 26%. Donc, pratiquement 80% d'origine étrangère. Et ça, c'est les nouveaux dépistés en 2024, où on a toujours la part plus grande au niveau de Madagascar. Et on va bien fléchir les Grands Lacs, effectivement, parce qu'on remarque même au niveau 2024, les Grands Lacs, ce n'est pas ce qui arrive, c'était plutôt les pays de l'Est. C'est plutôt les Somaliens qui arrivent et qui dormaient même à sol pendant l'occupation du stade de Cavani, où on avait nos propres patients qui dormaient également
le sol, hein, dans les trottoirs, sur les trottoirs du stade de Cavani. Donc, la tranche d'âge des nouveaux dépistés, on est à peu près à 73% entre moins de 40 ans. Parmi nos patients nouveaux dépistés, pour comprendre, les 79 nouveaux dépistés, 14 femmes étaient enceintes. Alors, les co-infections et nouvelles découvertes, j'ai regardé juste co-infections et nouvelles découvertes en 2023. Au niveau hépatite B classique, on est à 5%. Dans la population générale, on est à 4%, à Mayotte en tout cas. Donc 4% de 300 000, on est près à 12 000 porteurs de l'antigène HBS sur l'île. Et je peux vous dire que depuis mon arrivée, en tout cas à partir de 2021, j'ai centralisé toute la prise en charge de l'hépatite B. C'est en consultation infectiologie. Ce qu'on a pu rentrer dans l'indice, on est à 1500, 1600 patients. Je crois que mes infirmières, je parle sous le contrôle de mes infirmières, on a voulu à Mayotte que ce soit dans l'indice pour ne pas perdre l'information parce qu'ils n'ont que le Carnetti. Le Carnetti, c'est le carnet de santé. Le Carnetti, alors des patients précaires qui habitent dans des habitations de fortune et qui peuvent perdre leur carnet de santé, on perd toute l'information, tout est collé dedans. D'accord ? Pour les co-infections, pour les IST bactériennes, l'association avec des IST bactériennes, c'est-à-dire chlamydie, gono et syphilis, on est pratiquement à 35%, pendant qu'en métropole, je crois qu'on est à 21, 22, et puis à La Réunion à 28%, d'après les données de Corévie. Là, c'est toute localisation site confondue. Donc, on voit bien que toute localisation confondue, on est à 16 au niveau, mais ça, c'est la multiplicité des sites. Bon, ça peut être pour un seul patient au niveau pharyngé, au niveau anal et au niveau chlamydier. Voilà, donc ça augmente aussi. Syphilis, on est resté à 5. L'herpès, je ne vais pas m'allonger là-dessus. On voit bien qu'il y a une grosse co-infection IST bactérienne et l'arrivée des patients au stade tardif de la maladie en 2022-2023 multiplié par 4. Et si je vous dis, oui, les patients qui sont dépistés d'origine étrangère, oui, mais la population qui arrive au stade sida, c'est généralement la population locale parce qu'elle ne veut pas se faire dépister. Donc c'est elle qui arrive au stade sida. Et c'est dommage parce qu'on fait tout. Quand les gens sont dépistés, on fait tout pour avoir le père ou la père. Le père, ça dit le père de l'enfant, et la père, ça dit le couple pour essayer de le faire dépister. Et ça, les infirmières font un travail énorme pour se rapprocher, comment dirais-je, du partenaire pour le faire dépister. Et bien, au niveau infection opportuniste, ça, je l'ai fait comme ça pour montrer que l'interne, ou en tout cas le jeune assistant qui vient à Mayotte, il ne va pas s'ennuyer. Là, c'était des tuberculoses pulmonaires. L'année passée, c'était des formes graves de tuberculose, miliaire tuberculose, localisation multifocale, neuroméningée, c'est au niveau big. Les tuberculoses péritonéales avec acide chileuse, on en a vu, et d'ailleurs qui ont bien évolué sous corticothérapie et traitement antituberculeux. Pneumocystose, 7 cas dans l'année, quand même. La moitié passe par la réanimation, le stade tardif, et les autres qui arrivent dans un table de service où ils n'ont pas besoin d'oxygène. Mais pneumocystose, quand même, ça fait une bonne part de nos. Toxo, bien sûr, vous allez toujours voir la toxo, vous allez toujours voir la pneumocystose, tuberculose dans toutes leurs formes avec le mal de pote et la localisation péritonéale, et puis la cryptococose neuroméningée, en moyenne 2 par an. Moi, je suis passé à Orléans pendant 10 ans, j'ai vu un cas de cryptococose neuroméningée. Donc, dans les grands centres, la cryptococose méningée, vous l'avez rarement. Alors ici, 2. Vous allez voir en moyenne 2, voire même des fois 3 dans l'année de cryptococose neuroméningée. Bien que le traitement soit codifié au niveau antifongique, vous allez vous tromper. Pour sauver quelqu'un qui a une cryptococose neuroméningée, il a une hypertension intracrânienne énorme, ce sont les PL de déplétion. En moyenne, ils ont entre 5 et 6 PL de déplétion pour vraiment qu'ils n'engagent pas, voilà, qu'ils ne meurent pas. Meurent, c'est une maladie grave, mortelle, et je crois que tous les gens qui sont passés chez nous, ils ont compris
Il faut manométrer. Manométrer, quand vous allez chercher un dispositif médical chez le pharmacien, vous n'allez pas en trouver. Nous avons fait une technique locale. Vous prenez juste un perfuseur, vous mesurez 25 mm, tout ce qui sort, donc vous videz. Donc voilà, 5 à 6 fois. Donc localement, on s'adapte et on traite. Et il ne meurt pas. Franchement, 3 cryptocoses neuroméningées où une patiente s'est retrouvée avec diminution d'acuité visuelle après 3/10, qui a perdu 3/10. Une surdité bilatérale qui est partie donc faire la paille ailleurs. Et puis une avec handicap moteur, mais il avait déjà en Burundi, il est né avec son infection, il n'avait pas dit qu'il y avait des inquiétudes neuroméningées. Et là, avec la procédure de ramener les gens, quand ce cabinet a été occupé, il est parti donc en métropole, se fait prendre en charge. J'ai eu mes collègues de l'hôpital où il est pris en charge, donc ils l'ont fait même sortir le lendemain parce qu'il a déjà été traité. Alors, au niveau ARV, on a une file active, on n'est plus sur Big T, TAF et FTC. Pourquoi? Dans le contexte ici, avec des ruptures, souvent, soit le malade n'a pas la possibilité de venir, renouveler son ordonnance à la pharmacie parce que généralement, c'est des non-assurés sociaux, soit qu'il n'a été pas fait, donc il va arrêter le temps de revenir, dans une semaine, dans 10 jours. Et malgré qu'il y ait peu de mutations avec les anti-intégrases, le Big T vit sa barrière génétique énorme. En tout cas, on n'a pas vu des trucs qui est impacté, sauf dernièrement un cas où ils ont rendu résistant au Big T. Mais quand je regarde, il avait la 74I et la 121Y. Et apparemment, ils ont intégré la 121Y tout récemment. Mais quand je regarde l'algorithme ANRS 2023, pas du tout. Et je suis resté clinicien parce que mon patient, il est indétectable. J'ai gardé mon Biktarvy. L'ODFC, oui, donc avec ces prises de poids que les gens se gênent, avec l'hyperhypertrophie et tout ça, avec le TAF et la RLPI, c'est la deuxième ligne. Genvoya que j'ai switché, parce que quand je suis arrivé, beaucoup de patients étaient sous Genvoya, et vu les contraintes que les gens peuvent arrêter le traitement avec la faible barrière génétique, je suis dit switcher par le Biktarvy, et il y a un reste de patients qui préfèrent continuer. Je suis obligé d'accepter, de les garder, leur traitement Genvoya parce qu'ils sont indétectables. Le Triumec, on n'est pas trop parce qu'avec la Bacavir et tout ça, et puis le patient quand ils arrivent sur stade tardif, et puis on a envie de mettre en traitement rapidement, on n'a pas la HLA, donc on n'est pas trop big Triumec avec la Bacavir, et j'ai pas de cardiologue pour tout ce qui est, j'ai pas de synthèse annuelle parce qu'il n'y a pas de HDJ avec synthèse annuelle parce qu'il n'y a pas de programmatrice, difficile à faire. À Mayotte, si vous convoquez un patient pour venir en votre consultation, il prend son taxi à 4h du matin, à 7h il est là, il attend sa consultation de 14h. Sinon après, il n'aura pas de transport pour venir. Donc vous voyez, c'est difficile d'organiser tout ça. Je n'ai pas d'endocrinologue non plus pour ce qui est tout métabolique. Oui, nous faisons les long-acting avec Rocambis et Vocabria, donc nous faisons un long-acting à la demande de certains patients, mais ça passe par des RCP. Tout ce qui est IMC supérieur à 30, je ne donne pas parce que je n'ai pas la possibilité de faire le dosage plasmatique et tout ça. Et donc, respecter scrupuleusement. Donc, sinon, il faut vraiment des RCP à haut niveau pour voir vraiment s'il peut avoir ces dosages, même s'il veut aller ailleurs. Voilà, le reste que vous voyez en bas, c'est un peu de traitement de la pédiatrie avec Ziagen, tout ça de la pédiatrie, et j'en passe. Alors, nous avons les mêmes molécules. Qu'en est-il du contrôle de la charge virale de notre file active? Suspense? On n'est qu'à 82%. Oui, ça fait froid aux yeux à mes collègues, de tout venant, 82% d'indétectabilité de la file active. Mais je peux vous dire, ici, j'ai regardé les 31 patients, 51 copies déjà, il est classé non indétectable. Les moins 200 GD viral load, ils sont classés aussi non indétectables. Et donc, si je reprends ces patients-là, je suis pratiquement à 88%. Mais je préfère être drastique, 82%. Pourquoi? Pour être alarmiste. Pour être alarmiste. D'accord? Alors, 82%, qu'est-ce qui fait qu'on a 82%? Alors que, sommes-nous dans les objectifs d'élimination du VIH en 2030?
Le constat, c'est qu'on a une dispensation centralisée. Rappelez-vous que nous avons des patients qui sont non affiliés à la sécurité sociale, 80%. Pour bénéficier de traitement, qu'ils habitent dans le nord, dans le sud, dans le centre, ils sont obligés de se rendre tous les mois à la pharmacie centrale pour récupérer leur traitement. Donc, ils n'ont pas de titre de séjour, ils ont la crainte, la peur d'être reconduits à la frontière. Ils n'ont pas de moyens, parce que ça demande des fois 6 euros, 8 euros. Ils n'ont pas 8 euros pour l'aller-retour. D'accord? Une précarité socio-économique qui ne dit pas son nom. Des gens qui cherchent même un taxi Mawa, ils ne peuvent pas payer. Le chômage, ils ne travaillent pas. Donc beaucoup renoncent même à l'accès aux soins. Une communauté, et puis une communication qui devient extrêmement difficile avec les services administratifs de la préfecture, avec l'OFI, ou même nos patients qui sont dans les centres de rétention, pour les faire sortir de là, pour qu'il n'y ait pas de rupture de traitement, ça devient de plus en plus difficile avec les infirmières qui n'arrivent plus à faire le travail avant, pour qu'on envoie des OQTF, c'est-à-dire des levées d'OQTF, de l'obligation de quitter le territoire français, pour que ces patients puissent bénéficier de traitement. Et ça devient extrêmement difficile, donc ça fait des ruptures de traitement également. Comment? Et absence de psychologue, absence d'assistance sociale. Je vais vous en dire en plus parce que j'ai fait quand même des demandes au niveau de ma direction depuis 2 ans pour avoir au moins un 0,5 ETP assistance sociale, fiche fléchée VIH et également psychologue, mais jusqu'à présent aucune réponse. Et je vais vous en dire en plus en les remerciant à la fin qu'est-ce qu'ils font comme travail. Alors, où en sommes-nous avec ces objectifs 2030? Eh bien, au niveau du dépistage, je crois que partout dans le monde, le maillon faible dans la cascade de prise en charge du VIH reste le dépistage. Alors qu'à Mayotte encore, c'est pire. C'est pire. C'est le département français où nous avons le plus tôt de séropositivité. Je crois que j'ai vu dans le bulletin Santé publique France, si Youssouf Hassana, le type de Santé publique France, est là dans la salle pour le confirmer dans le bulletin 2023, où taux de séropositivité après la Guyane 1049, c'était Mayotte 338 et Guadeloupe 323 et en métropole, l'Île-de-France 109. Et donc quand même on est parmi. Et pour dépister, il faut troder. Et pour troder, c'est encore des pratiques insuffisantes à Mayotte. Malgré qu'on passe partout, ça reste centre urbain. Quel est le patient lambda qui va habiter dans le nord ou dans le sud, qui va se lever, qui va dire « je vais aller au Cégide, au centre, pour aller me faire dépister », en risquant d'être expulsé par les forces de l'ordre. Le concept aller vers, beaucoup d'obstacles. Oui, tout le monde veut s'inscrire dans ce concept aller vers, mais manque de ressources humaines. Nous, on veut le faire. Mes infirmières, ils ont bien un programme, ils ont un projet écrit depuis 2 ans pour faire des consultations délocalisées. Mais jusqu'à présent, oui, mais il faut avoir de ressources humaines de plus pour pouvoir le faire. Manque de locaux, oui. Si on veut faire dépistage toutes les IST, et pour en tout cas tout ce qui est gono et chlamydia, il faut quand même avoir une intimité. Heureusement, comme CEF a déjà initié avec son BIS, peut-être qu'on pourra faire des actions à ce niveau. Des mouvements sociaux, blocage de l'île, janvier, février, blocage de l'île, des patients ne sortaient pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est nos infirmières, nos secrétaires qui vont les appeler. Oui. On va dire à une infirmière, on va faire les ordonnances, elle va descendre à la pharmacie, récupérer l'ensemble des ordonnances des patients. Et on va appeler un associatif de venir chercher les ordonnances et les ramener aux patients. Oui, donc c'est vraiment titanique. D'accord, pour qu'il n'y ait pas de rupture de traitement. Et l'insécurité, bien sûr, et le caillassage fait que même si on dit qu'on va faire délocalisation, eh bien oui, on est confronté à cette insécurité grandissante, à ces caillassages de voitures, on risque notre vie. Le VIH test, c'est-à-dire le labo sans ordonnance, mais c'est pour qui? Assurés, sociaux. Donc normalement, labo sans ordonnance, c'est-à-dire sans rendez-vous, sans ordonnance, sans avance de frais. Mais c'est pour les assurés sociaux. 80% de non-affiliés à la sécurité sociale. Il faudra quitter des non-affiliés à Mayotte, il faudra repenser à ces VIH tests, c'est-à-dire labo sans ordonnance. Comment
le faire bénéficier des usagers qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale. À Mayotte, en tout cas, au niveau des états généraux de santé, il faudra vraiment y penser. L'autotest, à l'instar des grandes villes, Paris sans sida, Nice sans sida, et tout ça, il faudra que les politiques s'impliquent. Donc, le coût, 19 €, je me suis renseigné, 19 €. Et quand vous venez d'aller dans une pharmacie, j'ai fait exprès, parce que dans ces jours-là, j'ai fait exprès, si cherchez dans le rayon, ne sont pas exposés au rayon. Donc, il faut que vous dites à votre pharmacien qui est, comment dirais-je, au truc pour lui dire, est-ce que vous avez un autotest? Donc, ce n'est pas la discrétion de tout le monde. Donc, c'est pas le coût, ça fait qu'il y a des limites, on ne l'utilise même pas. L'IS test, là où on a depuis septembre 2024 à 1er septembre, gratuité des 4 IST, c'est-à-dire chlamydier, gono, syphilis, VHB. Donc, on a défini en septembre 2024. Quelle est-il la place à Mayotte avec les non-affiliés? Je crois que je verrai si j'aurai l'image. Nous n'avons pas que les outils diagnostiques qui font défaut, mais même au niveau des moyens de prévention pour éviter une contamination. Parlons des préservatifs. La gratuité des moins de 26 ans, bon, c'est pour en dire. Un type qui sort 2 h du matin de la boîte, déjà c'est vide, il n'y a plus de préservatifs. Eh bien, le fait que ça soit vide, ça dit que ça marche, mais il faut faire telle sorte pour que ça soit tout le temps rempli. Et là, il y a un gros défaut à ce niveau. Les associatifs ont dit qu'il y a un gros défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de préservatifs pour que ce soit gratuit. La PrEP, une trentaine de patients au niveau du Cégide, un peu timide, où il y a des ruptures de suivi même au niveau de la PrEP, au niveau du Cégide. D'après les données de Corevi 2023, c'était pratiquement une trentaine de patients. Alors qu'on en a besoin. Et je compte sur l'arrivée de mon collègue, docteur Emmanuel Mortier, qui a une grande expérience sur la PrEP. Effectivement, il faut élargir la PrEP à d'autres acteurs. Pourquoi pas ne pas faire en consultation d'infectiologie? Mais là, ça va demander encore de ressources humaines, parce que les 2 infirmières ne pourront pas faire. La PrEP, il me faut une 3e infirmière, c'est en cours de voie. Traitement post-exposition, oui, au niveau des agressions sexuelles, au niveau des professionnels, ça roule. Mais au niveau des accidents d'exposition sexuelle, moi, je ne les vois pas en consultation. Vous les voyez où? Moi, je ne les vois pas en consultation. Le CGI, il est souvent fermé, je sais pas, à une certaine heure, et puis le week-end, même pas. Ces gens qui ont un risque sexuel qu'ils ont pris, et ne parlez pas des urgences, hein, parce que les urgences, c'est dans l'agonie, il n'y a personne. Donc, il y aura un médecin pour recouvrir tout le reste. Donc là, il n'y a pas. Donc ces expositions sexuelles qui ont besoin, dans les 4 heures, de voir un médecin, sont où? Moi, je ne les vois pas en consultation. On ne m'a jamais appelé pratiquement pour ça. Au niveau TASP, Traitement as Prevention, nos patients, effectivement, nos 82%, M. Tardy, que nous avons avec une charge indétectable, même ces gens-là ne sont pas à l'abri. Parce qu'ils n'ont pas de situation régulière à la préfecture. Ils peuvent être reconduits à la frontière à tout moment. Donc, beaucoup de nos PVH renoncent à leurs soins malgré la gratuité par peur de la PAF, par manque de moyens financiers pour venir récupérer tous les mois leur ARV à Mamoudzou. J'ai plaidé pendant 2 ans avec Monsef, qui est ici, avec le pharmacien. Chaque village à Mayotte a une pharmacie. Mais pourquoi nos PVVH ne peuvent pas avoir leurs ARV à proximité pour éviter au moins une rupture? Donc ça aussi, c'est une politique qui doit se faire entre l'ARS et l'établissement parce que c'est pris en charge de toute façon. Les soins sont pris en charge par l'hôpital. Et ces ruptures, bien sûr, même si ces ruptures, vont continuer à des échecs virologiques et sources de contamination. Il me reste encore du temps. Alors, donc on a... Attention. Ça ne marche pas la conclusion. Ah, je suis allé loin là. Oh. Je suis désolé hein, que ça... Vous avez peur? Alors, une fille active très jeune, très jeune. Les moins de 20 ans représentent 53%. 45% des étrangers sont nés sur l'île. 62%, 82% majoritairement hétérosexuels. 80% de la file active
sont d'origine étrangère. Parmi les nouveaux patients, on voit quand même les morts, enfin dans le local, apparaître, mais qui arrivent au stade tardif de la maladie. 3/4 des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, sans emploi, 50% de la population immigrante et 30% de l'habitat informel, ce qui fait que les gens, si vous ne regardez que sur le Carnegie, vous n'aurez pas à avoir d'informations parce qu'ils les perdent à tout temps. Crise de l'eau en 2023. Insécurité majeure, freinant les actions hors mur. Ce que nous faisons, c'est de notre volonté. On a envie de faire des actions hors mur par des consultations, par des formations, mais on est freiné par les mouvements sociaux. Pas assez de personnel de santé avec un grand turnover, un seul hôpital en grand air, quasiment pas de médecins de ville, quelques dispensaires publics, avec 4 CMR, Zoumounié, Kani, Mohamedou et Petite Terre. Alors, si vous me permettez, c'était juste parce que Karine avait parlé des hépatites, je me suis dit, vous dire un mot sur les hépatites, mais juste la prise en charge, je ne vous présente rien de tout, c'est pour vous dire qu'on prend la prise en charge des hépatites. Rien qu'en 2023, il y a à peu près 406 patients, on a fait rentrer à peu près 1500 patients qui sont porteurs d'hépatite B dans l'indice, mais c'est pour vous dire que je n'ai pas de bras pour aller exploiter toutes les données, pour faire rentrer les données, exploiter toutes les données. Donc, il me faut des bras pour pouvoir le faire. Et les jeunes, c'est des populations jeunes, moins de 40 ans, ils représentent pratiquement de patients jeunes. L'hépatite B, oui, une prévalence. Pourquoi nous? Parce qu'il y avait plus de praticiens et 1530 patients enregistrés dans la liste. Et ça, je vais dire à la présidente de Coravis, c'est une spécificité pour Mayotte pour garder les hépatites B parce qu'il y a une prévalence de 4 à 5% dans la population générale. Selon les recommandations. Donc, malheureusement, il y a des jeunes qui arrivent hépatite B 30 ans avec le CHC. Mais il n'y a aucune organisation, en tout cas. Les hépatos ne comptaient pas parce qu'on a un seul gastro-entérologue pour toute l'île. Tout ce qui est endoscopie, et c'est des remplaçants en plus. Donc, tout ce qui c'est des remplaçants, il y a 2 qui seraient là pour remplacer. Donc, vous voyez, le suivi des hépatites B, ça ne peut pas se faire à ce niveau. Et quand il s'agit vraiment d'une maladie, 10 fois avec cirrhose et tout ça, on fait des RCP fois avec la Réunion. L'hépatite C, il n'y en a pratiquement pas, c'est des mono-infectés. D'accord? Il n'y a que des mono-infectés. Et l'hépatite delta, c'est rare. J'ai vu 2 co-infectés hépatite delta, donc les mono-infectés. Alors j'aimerais ici remercier l'ensemble des PVIH qui nous ont fait confiance et qui font preuve de détermination dans leurs soins, malgré les difficultés de vie. Ça, je peux témoigner qu'on PVIH. Vraiment, ils bradent les difficultés de la vie pour venir se faire soigner dans des conditions d'accueil suboptimales, franchement. Et dans des conditions de partage, dans des conditions de secret professionnel. Voilà, tout ça c'est à dire, mais on n'a pas de locaux. Ça, on se fait avec. Ils ont un beau programme, hein. Franchement, je sais pas. L'équipe de consultation de maladies infectieuses, mes collègues Diallo, Colline, je peux vous dire, son arrivée nous a fait revivre l'infectiologie, dynamique, assez dynamique, à tous les niveaux, en hospitalisation, en polyvalence, en consultation d'infectiologie. Blandine qui fait remplaçante fidèle, qui vient nous, si ce n'était pas elle, Colline et moi, nous ne partirons pas en vacances au mois d'août. Elle est venue août-septembre pour remplacer et elle vient régulièrement. Margot qui était prévue 1 an après le départ de Colline comme assistante partagée, mais elle a fait 2 remplacements, elle a aimé et revient en octobre pour 1 an. Vous voyez? Et Caribou Emmanuel, que vous avez peint sur la planche, avec surtout la PrEP. Et mes infirmières, Marie-Ève et Aurélie, qui vous ont déjà fait une présentation hier, qui continuent un travail extraordinaire, non seulement au niveau sein de l'équipe de consultation, mais également de formation pour les TROD, à chaque fois que l'ARS les a sollicités. Et qui font également la délégation de sages pour faire les fibroscans, après être formés par l'équipe d'Ecosens. Aurélia et Anteuil, la psychologue Aurélia qui est là, c'est du bénévolat. Elle vient, elle fait son travail, mais elle n'est pas encore recrutée à 0,5 ETP par l'équipe de physiologie, malgré mes demandes, malgré mes relances. Et Anteuil, par volontariat, parce qu'il travaillait avec une ancienne association, il a 2 demi-journées de consultation pour accompagner nos patients au niveau administratif. Aujourd'hui, pour faire un renouvellement de demande, il faut faire par Internet. Les gens qui ne savent même pas utiliser un ordinateur, donc c'est Anteuil qui les aide un peu, avec les associations, bien sûr, dans l'accompagnement. Mes secrétaires, combien de fois j'ai annulé
je suis devant mon ordinateur en train de faire mes consultations, mes infirmières peuvent témoigner, et que la direction appelle, il faut que tu sois là parce que c'est une réunion sur le choléra, c'est une réunion sur Mpox. Je suis obligé d'arrêter ou de demander, comment dirais-je, de reporter ces heures si jamais mes collègues sont overdosés. Traductrice Fatima qui fait extrêmement son travail pendant qu'elle est là. Co-review océanien Christine, qui est quand même tech et data manager à La Réunion, qui m'a aidé à monter et à ses collègues Carmel et Isabelle, et à Catherine Go, notre présidente du comité de Coravi, bon, le Coravi n'a plus de sens à exister à partir, je crois, de ce mois-ci. Mais je vous raconte, c'était Afro-VIH 2018. Je mangeais avec Hervé Otissi Dupont, qui est un collègue de Marseille, et puis on était au groupe de Gilead, Afro-VIH 2018, on mangeait, et Hervé m'a demandé quel est-il de ton projet sur Guyane pour aller en Guyane. J'ai dit, finalement, le poste ne s'est pas libéré, et c'est Catherine qui m'a dit de postuler sur Mayotte. Et j'ai postulé sur Mayotte quand je suis rentré. Je crois le matin, l'après-midi, ça m'a rappelé pour me dire si je venais dans la semaine ou je venais. Voilà, c'est comme ça s'est passé. Voilà. Ben, d'abord à l'organisateur, Narakem Sada, non seulement dans l'organisation du congrès, mais dans le travail extraordinaire d'accompagnement qui est fait auprès de nos PVVIH. Je peux laisser, je crois que mes infirmières vous ont parlé hier, Faouma Eja, Solidarité Mayotte et Santé publique et la Croix-Rouge française. Mais je vous ai parlé un peu de difficultés de prise en charge. Mais n'ayez pas peur. Mayotte, il n'y a pas que tout ça. Mayotte, quand même, a ça. D'accord? Vous pouvez voir le lagon, vous pouvez voir pour les amoureux des fonds marins, hein, pour sa faune, d'accord? Et le passage en S, je suis même pendant votre séjour, vous n'allez pas rentrer sans voir toutes ces choses-là. Et c'est agréable à vivre. Donc ça fait attirer. Venez travailler à Mayotte. Et je vous dis marhaba et votre attention. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Mohamed. Tu vois, quand je disais que tu es notre docteur Mohamed Nyong, est-ce que vous avez des réactions, des questions? Bonjour à tous. Donc, d'après les diapos et votre intervention, donc le constat est alarmant, la riposte a été alarmante. Donc, je voulais savoir, le CHM, est-ce qu'il a déjà travaillé avec les accompagnants aux soins des pays d'origine pour pouvoir justement, peut-être, hein, ça peut être une solution, travailler le retour des patients pour justement pallier à cette difficulté de prise en charge qui est quand même un parcours de combattant. Donc, je suis choquée, mais c'est... Très bien. Je vais parler un peu au niveau des pertes de vue par rapport à les associatifs et par rapport aux infirmières. On fait un travail remarquable au niveau des pertes de vue. On communique avec les médecins des CTA, des Comores, en tout cas. Et par rapport à les aider à rentrer, et c'est mon combat de cheval contre la préfecture. Parce qu'aujourd'hui, un PVVIH, qu'est-ce qu'ils ont? Une cartographie, traitement disponible dans le pays d'origine. Retour. Je vous ai parlé de la RDC, pour la démocratie du Congo. 75 millions d'habitants, tous les reliefs divers que vous pouvez retrouver. Pour accéder à un traitement, vous avez des gens qui font 10 km à pied. Et quand ils viennent, on va dire, cette molécule-là ne manque pas, on va vous donner juste un de vos traitements. Donc, ça veut dire qu'il va prendre un complément. Et il faut attendre une semaine. Ils vont rester là, dans le truc là, sous le hangar, dans le traitement ambulatoire, pendant une semaine, en train d'attendre ce que le médecin leur a dit. Ça va arriver, ça ne va pas arriver. Donc, ce n'est pas du tout parce qu'un traitement est disponible dans un pays qu'il est accessible. Et ça, franchement, le fait qu'on ait 82% et de nous casser ces 82%, à chaque fois on les ramène, et ça, on ne nous aide pas dans l'indictabilité de la file active. Ben, pour l'Organisation mondiale de la santé, normalement, c'est des gens qui font ça, ils contribuent à la dissémination communautaire ailleurs. Ce n'est pas parce que là, dans ton pays, mais ils n'ont pas de traitement, ils vont disséminer ailleurs. Et ça, je crois qu'au niveau mondial, il ne faut pas penser comme ça. Si on va vers l'éradication de 2030 du VIH. Emmanuel?
Merci pour cette présentation à 12 sur 10 comme note, tellement elle débordait d'énergie et de volontarisme. Je vais redescendre un peu plus terre à terre. On n'a pas du tout parlé du papillomavirus, là, puisqu'on en a parlé en début de cette session. Ça se fait, le dépistage du papillomavirus, chez les femmes ou chez les hommes à Mayotte? Enfin, effectivement, là, chez nos PVVIH, ils ont tous, comment dire, on regarde pendant la consultation. Je crois même qu'il y a Aurélia, ma psychologue, qui se moque de moi. Quand elle lit mes conclusions, je fais est-ce que les vaccinations sont à jour? Et puis je marque le frottis cervical plus HPV. Et ça, on le fait effectivement tous les parents. D'accord? Ils l'ont, même non affiliés à la sécurité sociale, ils l'ont au réseau de dépistage cancer qu'on appelle REDECA derrière Jacaranda. Et quand les gens ne le font pas, je les envoie chez les sages-femmes de proximité, dans les CMR. Donc, il y a comme 4 CMR éparpillés. Quand ils habitent loin, je vais quand même leur éviter de venir jusqu'à là. Et je fais un courrier à la sage-femme CMR pour lui faire son frottis plus HPV. Donc ils l'ont ça. Le seul problème où j'ai, c'est de la proctologie. Au niveau de la proctologie, j'ai des gastro, un qui ne fait pas de la procto, l'autre qui remplace, il l'a initié. On avait commencé avec nos SH pour la proctologie qui commence un peu là. Une autre réaction? Très longue, j'ai pas de questions, c'était juste pour vous remercier de Dr Nyang parce que alors je vous avais jamais vu en vrai, je vous voyais que à la télé et j'ai eu l'occasion de vous avoir par échange de mails. Je suis sage-femme libérale et c'est vrai que parfois quand on a des résultats de sérologie où on ne sait pas trop quoi faire ou orienter ou s'il faut un traitement ou pas pendant la grossesse et on écrit des mails à tâtons quand c'est des professionnels qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas. Et on se dit toujours, est-ce qu'il ne va pas se dire c'est qui celle-là, m'écrire un mail de l'extérieur du CHM vu qu'on n'est pas dans la maison. Et à chaque fois, vous répondez et on le sent avec beaucoup de bienveillance dans les échanges et toujours très rapide et très disponible. Donc, merci beaucoup. J'essaie, en tout cas pour la prise en charge des femmes enceintes, pour partager l'information avec les sages-femmes de la maternité ou ailleurs, c'est le compte-rendu du recours. Je le mets en double dans une enveloppe et je dis à la femme de donner à la sage-femme pour qu'elle ait l'information. Parce qu'il ne faut pas marquer dans le carnetti. Il faut tout faire. Ne rien marquer sur le carnetti. Le carnetti est au merci de tout le monde. Donc, ce compte-rendu de recours de NADIS, je fais une enveloppe et je dis à la patiente de donner ça à la sage-femme. Ça doit être fait par tous mes collègues, pour en tout cas les femmes, quand ils vont aller faire un frottis ou quand ils vont aller faire quand ils sont suivis dans le cas d'une grossesse, pour partager l'information. Notre réaction? C'est sous vos applaudissements que nous allons remercier le docteur Nyang. Et puis... Merci, Dr Nyang.